Dans une galaxie lointaine, très lointaine, nous avons découvert l'objet le plus lumineux jamais observé. ASN 15LH. Les astronomes étaient perplexes et se demandaient quel genre de monstre pouvait produire une quantité d'énergie aussi stupéfiante. Mais au moment où ils pensaient avoir résolu cette énigme cosmique, l'objet a disparu dans les profondeurs de l'espace, ne laissant derrière lui qu'un vague souvenir et quelques astronomes déconcertés. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et il semble que l'univers ait décidé de nous jouer un tour cosmique. Oui, mesdames et messieurs, ASN 15LH est de retour, et cette fois, il est encore plus lumineux que jamais. Alors, jetons un coup d'œil à cet objet spatial brillant de mille feux. Cet événement a été détecté pour la première fois le 14 juin 2015, dans la constellation de l'Indien. Il se situait dans une galaxie faible, prouvant que les choses les plus brillantes proviennent parfois des endroits les plus inattendus. C'est comme trouver un diamant dans un tas de pierres, ou une pépite de chocolat dans une fournée de cookies aux raisins secs, sans vouloir offenser les amateurs de cookies aux raisins secs. ASN 15LH était si lumineux que s'il avait été dans notre propre galaxie, il aurait brillé davantage que la pleine lune. Imaginez plutôt, pas de nuit, pas d'étoiles, juste cette chose mystérieuse illuminant le ciel comme un immense lampadaire. Ne serait-ce pas cool et un peu terrifiant? Mais plus sérieusement, c'était un événement astronomique fascinant. À son apogée, il était 570 milliards de fois plus lumineux que notre Soleil. Si brillant que même vu de loin, il suffirait à vous aveugler. Imaginez plutôt, nous sommes en 2015 et des astronomes découvrent l'objet le plus lumineux jamais observé. C'était une découverte incroyable, car les scientifiques n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Était-ce une supernova? Un événement de rupture par effet de marée? Quelle était cette chose à la fin? Mais dès qu'ils ont commencé à étudier cet objet, il a commencé à disparaître, ce qui s'est avéré particulièrement décevant. Les scientifiques, perplexes, n'avaient plus d'autre choix que de spéculer sur sa nature. Puis, contre toute attente, ASN 15LH a soudainement refait surface. Scintillant comme jamais. Les astronomes étaient abasourdis. Comment? Cette chose nous serait revenue de l'au-delà? Pendant 40 jours, son rayonnement ultraviolet a quintuplé avant de se stabiliser pendant quelques mois, pour ensuite diminuer à nouveau. Face à ce développement inattendu, les astronomes se sont exclamés « D'accord, ça c'est vraiment étrange ». Mais alors, quelle est la nature de cet objet et qu'est-ce qui a provoqué sa résurgence? Plusieurs théories ont été avancées. La première est celle d'une supernova superlumineuse. Une supernova est l'apothéose de la vie d'une étoile. Lorsqu'un astre épuise son carburant, il subit un événement cataclysmique qui libère une quantité colossale d'énergie et de lumière. Un spectacle époustouflant appelé supernova. C'est le bouquet final de la vie d'une étoile, une sorte de clap de fin cosmique. Sauf que le clap, c'est l'étoile entière. Certains astronomes pensent que cet objet pourrait être une supernova, mais d'une magnitude exceptionnelle. Si c'était autrefois une étoile, elle aurait probablement été 100 fois plus massive que le Soleil. Une telle supernova serait un événement inédit, et cette étoile géante attirerait sans aucun doute l'attention de tout l'univers. Une autre théorie est celle du magnétar. Lors d'une supernova, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même pour former un objet extrêmement dense. Imaginez un marshmallow de la taille d'une montagne, compressé à la taille d'un véritable marshmallow. Cette densité est si extrême que si vous pouviez, par miracle, vous tenir sur la surface d'une étoile à neutrons, ce qui est impossible car vous seriez écrasé par sa gravité, vous pèseriez autant qu'un milliard d'éléphants. C'est en quelque sorte ce qui se produit lorsqu'une étoile épuise son carburant. Le noyau super dense restant est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. On pourrait donc avancer qu'une supernova est la grande fête d'adieu d'une étoile, où elle part dans un grand boom, et qu'une étoile à neutrons est ce qui reste après la fête, comme les boîtes à pizza vides et les canettes de bière après une soirée endiablée entre amis. Certains scientifiques pensent que ASN 15LH pourrait relever de ce genre de phénomène. Ils pensent qu'il s'agissait d'une étoile qui a épuisé son carburant pour devenir une étoile à neutrons.
Ensuite, elle aurait tourné si rapidement qu'elle aurait expulsé des jets de matière surchauffée. Comme pulvériser de l'eau avec un tuyau, mais une eau prodigieusement chaude. Ces jets peuvent réchauffer leurs environs et rendre une supernova encore plus brillante qu'à l'accoutumée. Mais notre mystérieux objet était encore plus brillant que cela, ce qui remet en question cette théorie. Heureusement, nous avons d'autres hypothèses. Une autre théorie suggère que cette luminosité extrême pourrait être due à la collision de deux étoiles à neutrons. Une telle collision provoquerait un véritable spectacle pyrotechnique avec cotillons et paillettes cosmiques. Une autre idée est qu'ASSN 15 LIH pourrait avoir été causée par un trou noir supermassif déchirant une étoile qui se serait trop approchée. Imaginez un monstre affamé saisissant une friandise appétissante, mais au lieu de la manger, il la déchire en morceaux, créant un chaos monumental. C'est probablement l'hypothèse la plus impressionnante. Enfin, l'explication la plus prosaïque. Cette théorie suggère que cet objet mystérieux pourrait ne pas être aussi lumineux que nous l'avions pensé. En réalité, sa lumière serait amplifiée par un amas de galaxies ou un autre corps massif dans l'espace. Un peu comme si vous chaussiez des lunettes grossissantes qui rendent tout énorme et plus brillant. Voilà donc toutes les explications possibles de cet événement. Et si ces mystères ne suffisaient pas, rappelez-vous que les scientifiques n'ont aucune idée de pourquoi cet objet s'est remis à briller. Ils ont envisagé qu'il ait pu rencontrer un amas de gaz, le rendant momentanément plus lumineux. Mais après vérification, ils n'ont rien trouvé de tel. Ça fait donc 2-0 en faveur de l'étrange objet lumineux. En d'autres termes, ASSN 15 LH demeure un mystère. Il continue de défier les astronomes, comme pour leur dire « Vous pensiez tout savoir des supernovas, continuez de chercher, simples mortels. Et ce n'est pas le seul mystère de notre univers. Il y a une multitude de phénomènes que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Par exemple, avez-vous entendu parler de la matière noire ? Non, ce n'est pas un groupe de particules gothiques, mais quelque chose d'encore plus mystérieux. La matière noire constitue environ 27% de l'univers. Pourtant, nous ne pouvons ni la voir, ni la toucher, ni la goûter, bien qu'elle soit omniprésente. Les scientifiques savent qu'elle existe parce qu'elle exerce une attraction gravitationnelle sur la matière observable, un peu comme un délicieux cheeseburger a une attraction gravitationnelle sur moi. Le plus étrange avec la matière noire, c'est que nous ignorons totalement de quoi elle est composée. C'est une boîte à mystère dont nous ne pouvons même pas voir les contours. Et ce mystère tient les scientifiques éveillés la nuit. Une autre énigme obscure est celle de l'énergie noire, insaisissable et énigmatique. Elle représente environ 68% de l'univers, mais sa nature nous échappe encore. Ces deux éléments sont qualifiés de noirs parce qu'ils n'interagissent pas avec la lumière ou toute autre forme de rayonnement électromagnétique. En d'autres termes, bien que nous sachions qu'ils existent, nous ne pouvons pas les observer directement. Imaginez un peu, nous ne pouvons percevoir qu'environ 5% de l'univers. Qui sait ce qui se cache encore dans l'ombre ? Un jour, les scientifiques ont remarqué que l'univers s'étendait de plus en plus rapidement au fil du temps. Mais cela semblait impossible, non ? Après le Big Bang, l'expansion de l'univers aurait dû ralentir progressivement, comme tout phénomène naturel. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Quelque chose devait donc le propulser, n'est-ce pas ? C'est ainsi que les scientifiques ont introduit le concept de énergie noire, une force mystérieuse censée accélérer l'expansion de l'univers. Mais quelle en est l'origine ? Les chercheurs l'ignorent toujours. Et tant que nous n'aurons pas élucidé ces mystères, ils resteront parmi les plus grands de notre univers. Ainsi, cet objet mystérieusement lumineux n'est même pas l'un des plus grands mystères. Nous avons encore une multitude de choses à comprendre, et qui sait quels autres secrets l'univers nous réserve ? Espérons qu'un jour, nous en saurons davantage sur notre monde et que nous pourrons enfin répondre à ces questions fascinantes. Y a-t-il un gigantesque méga-soleil au centre de notre Voie lactée ? Les scientifiques ont effectivement cru cela pendant un certain temps, car c'est la région la plus lumineuse de la galaxie. Elle contient des millions d'étoiles concentrées dans une zone restreinte, appelée le bulbe galactique. Le bulbe galactique renferme une densité d'étoiles, par année-lumière bien supérieure à celle de toute autre partie de la galaxie. Il peut être jusqu'à 10 millions de fois plus dense que notre secteur. Parfois, les étoiles y sont séparées par seulement 5 jours-lumière, ce qui correspondrait à la présence d'une autre étoile dans notre système solaire, à peine au-delà de Pluton, à l'échelle spatiale.
Mais qu'est-ce qui explique une telle densité? Lors de la formation des galaxies, de grandes quantités de gaz et de poussière se réunissent en nous sous l'influence de la gravité. Ces matériaux s'accumulent et finissent par former des étoiles. La gravité et le moment cinétique trouvent un équilibre, donnant lieu à une structure en disque plat avec un cœur dense et lumineux, présentant souvent une forme bombée. Les étoiles poursuivent leur existence tranquille, et lorsqu'elles atteignent la fin de leur cycle de vie, elles s'effondrent sous leur propre poids, ce qui entraîne la formation d'un trou noir. Les trous noirs sont avides de tout ce qui les entoure, et plus ils absorbent de matière, plus ils grossissent. Et quel meilleur endroit pour un festin cosmique que le centre de la galaxie, où la matière est rassemblée en abondance. Lorsque le trou noir commence à engloutir le gaz et la poussière environnant, il forme un disque d'accrétion. À mesure que cette matière spirale vers le trou noir, elle s'échauffe et libère une grande quantité d'énergie, rendant ainsi le centre de la galaxie encore plus brillant. C'est pourquoi l'on trouve à la fois des trous noirs supermassifs et des bulbes galactiques au centre de toutes les galaxies. Le bulbe galactique situé au centre de la Voie lactée a une forme légèrement elliptique. C'est ce qu'on appelle un bulbe classique. Les étoiles dans cette région diffèrent de notre Soleil. Elles se déplacent de manière aléatoire dans toutes les directions et tous les plans possibles. Et chacune a une vitesse différente. La gravité y est donc chaotique, ce qui donne au bulbe une apparence proche d'une sphère ou d'une ellipse. Étant les premières à se former, ces zones abritent certaines des étoiles les plus anciennes de notre galaxie. Cependant, il existe également des régions de formation stellaire, peuplées de jeunes étoiles massives, âgées de moins de 100 millions d'années. À mesure que nous nous éloignons du centre, l'environnement devient plus paisible. Les étoiles commencent à tourner de manière régulière et se stabilisent. Actuellement, la Terre se trouve dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, nommé le bras d'Orion, situé à une grande distance du bulbe galactique. Dans notre voisinage, les étoiles sont généralement séparées par 4 ou 5 années-lumière. Cela implique que la majeure partie d'une galaxie est en réalité constituée d'un espace noir et vide. Notre trou noir s'appelle Sagittaire A étoile. Il est immense, avec une masse représentant environ 4 millions de fois celle de notre Soleil. Sa taille est également d'environ 51 millions de kilomètres de diamètre, ce qui est comparable à la distance entre Mercure et le Soleil. Mais ne vous inquiétez pas, il ne menace pas d'engloutir la Voie lactée ni de nous absorber. Ces trous noirs sont en réalité très petits comparés à l'ensemble de la galaxie et ne peuvent consommer que ce qui se trouve à proximité. Actuellement, de nombreuses étoiles orbitent autour de Sagittarius A étoile. Bien qu'il émette une énorme quantité d'énergie, sa lumière est difficile à observer depuis la Terre, sans un important effort scientifique. Mais pourquoi ne voyons-nous pas le centre de notre propre galaxie? Le bulbe galactique est si lumineux qu'à 26 000 années-lumière de distance, nous devrions le voir briller intensément dans notre ciel. Et pourtant, ce n'est pas le cas. La raison en est la poussière interstellaire. Il y a une grande quantité de poussière entre nous et le noyau galactique, ce qui absorbe la majorité de la lumière visible. Nous ne pouvons observer le noyau galactique qu'en utilisant d'autres types de lumière, comme l'infrarouge proche ou les rayons gamma. La NASA dispose d'images du noyau prises dans différents types de lumière, montrant à quel point le centre est extrêmement lumineux sans la poussière qui obstrue notre vue. Cependant, toutes les régions lumineuses ne sont pas cachées par le gaz et la poussière. Par exemple, lorsqu'on observe des amas denses comme Messier 13, les étoiles sont si proches les unes des autres qu'elles apparaissent comme une simple tache blanche. La plupart des télescopes ne peuvent pas les distinguer. La galaxie satellite M32, notre voisine près de la galaxie d'Andromède, contient environ 84 étoiles par année-lumière. Sa densité est telle que même le télescope spatial Hubble ne parvient pas à traiter les étoiles individuellement. Pour se faire une idée, notre système solaire mesure environ 2 années-lumière de long. Si nous étions là-bas, nous pourrions apercevoir environ 168 astres à travers la fenêtre. Le système stellaire le plus proche de nous est Alpha Centauri, situé à environ 4 années-lumière du Soleil. S'il se trouvait à quelques jours-lumière seulement, il brillerait beaucoup plus intensément que la pleine Lune. Ainsi, si nous parvenions à survivre dans des régions d'étoiles extrêmement denses, le ciel serait entièrement blanc toute la journée. Mais il est peu probable que cela soit réalisable. À mesure que l'on se rapproche du centre de la Voie lactée, les chances de trouver de la vie deviennent extrêmement faibles. La gravité des étoiles y est extrême, avec des mouvements imprévisibles, laissant peu de place pour d'autres objets. Sur ces rares planètes, les radiations des rayons cosmiques sont incroyablement élevées.
les explosions de supernovas et les collisions d'étoiles à proximité deviennent fréquentes, et le gaz environnant rend presque impossible la respiration, ou même une vision claire. En revanche, à mesure que l'on s'éloigne, le nombre d'étoiles diminue. Les éléments essentiels à la vie, comme le carbone, l'oxygène et le fer, produits par les étoiles, deviennent également moins nombreux. Trop de radiations sont néfastes, mais des radiations trop faibles signifient qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour soutenir des réactions chimiques cruciales, telles que la photosynthèse. C'est pourquoi, si la vie extraterrestre existe, elle se trouverait probablement quelque part dans des régions plus centrales des galaxies. Mais certaines galaxies doivent avoir leur éclat à un noyau galactique actif. Ce sont des régions extrêmement énergétiques, situées au centre de certaines galaxies. Elles brillent de manière bien plus intense que n'importe quelle étoile imaginable. Cependant, leur luminosité se manifeste principalement dans certaines parties du spectre électromagnétique. Cette luminosité ne provient pas des étoiles, mais du disque d'accrétion entourant leur trou noir supermassif. Au fur et à mesure que la matière tombe lentement dans un trou noir, elle s'accumule autour de celui-ci, et forme un disque plat, de gaz, de poussière et d'autres éléments en rotation. En raison des conditions extrêmes de gravité et de friction, ce disque chauffe et commence à émettre d'énormes quantités d'énergie. De plus, ce disque tourne à une vitesse presque égale à celle de la lumière. En conséquence, des collisions se produisent en permanence et sont d'une puissance inimaginable, libérant encore plus d'énergie. La plupart des galaxies ne possèdent pas de noyau actif de galaxie, ou NAG. Celles qui en ont, comme la galaxie M427 dans la constellation de la Vierge, sont appelées des galaxies actives. Il existe également différents types de NAG, tels que les galaxies de Seyfert, les galaxies radio, et enfin les quasars, qui sont les champions en termes de luminosité spatiale. Imaginez des objets si éclatants qu'ils peuvent surpasser la luminosité de l'ensemble de la galaxie à laquelle ils appartiennent. Les quasars sont un type particulier de noyau galactique actif, la forme la plus extrême et la plus brillante. Ils sont associés aux trous noirs supermassifs, les plus grands de notre univers. Les quasars sont comme une combinaison de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, ce sont les disques d'accrétion les plus brillants que l'on puisse observer, grâce à leurs énormes trous noirs qui absorbent tout ce qui les entoure. Ils possèdent également des caractéristiques remarquables. Des jets puissants de particules qui jaillissent des pôles du trou noir à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces jets augmentent la luminosité du quasar, bien qu'ils ne puissent être détectés que sous la forme d'ondes radio. L'énergie qu'ils émettent est telle qu'ils peuvent être observés à des milliards d'années-lumière. Cependant, le quasar le plus proche se situe à 600 millions d'années-lumière, ce qui rend son observation impossible avec des télescopes amateurs. Ainsi, lorsque nous observons une galaxie au moyen d'un télescope, nous ne voyons généralement que le noyau le plus lumineux en négligeant les parties externes. Hélas, nos yeux ne sont tout simplement pas faits pour percevoir des objets comme les noyaux actifs galactiques. C'est pourquoi ces étoiles sont parmi les plus brillantes que nous puissions voir. Mais quel spectacle étourdissant! Dans une galaxie lointaine, très lointaine, nous avons découvert l'objet le plus lumineux jamais observé. ASA ASN 15LH. Les astronomes étaient perplexes et se demandaient quel genre de monstre pouvait produire une quantité d'énergie aussi stupéfiante. Mais au moment où ils pensaient avoir résolu cette énigme cosmique, l'objet a disparu dans les profondeurs de l'espace, ne laissant derrière lui qu'un vague souvenir et quelques astronomes déconcertés. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et il semble que l'univers ait décidé de nous jouer un tour cosmique. Oui, mesdames et messieurs, ASA SSN 15LH est de retour, et cette fois, il est encore plus lumineux que jamais. Alors, jetons un coup d'œil à cet objet spatial brillant de mille feux. Cet événement a été détecté pour la première fois le 14 juin 2015, dans la constellation de l'Indien. Il se situait dans une galaxie faible, prouvant que les choses les plus brillantes proviennent parfois des endroits les plus inattendus. C'est comme trouver un diamant dans un tas de pierres, ou une pépite de chocolat dans une fournée de cookies aux raisins secs, sans vouloir offenser les amateurs de cookies aux raisins secs. ASA SSN 15RELJ était si lumineux que s'il avait été dans notre propre galaxie, il aurait brillé davantage que la pleine lune. Imaginez plutôt, pas de nuit, pas d'étoiles, juste cette chose mystérieuse illuminant le ciel comme un immense lampadaire. Ne serait-ce pas cool et un peu terrifiant? Mais plus sérieusement, c'était un événement astronomique fascinant.
À son apogée, il était 570 milliards de fois plus lumineux que notre Soleil. Si brillant que même vu de loin, il suffirait à vous aveugler. Imaginez plutôt, nous sommes en 2015 et des astronomes découvrent l'objet le plus lumineux jamais observé. C'était une découverte incroyable, car les scientifiques n'avaient aucune idée de ce que cela pouvait être. Était-ce une supernova? Un événement de rupture par effet de marée? Quelle était cette chose à la fin? Mais dès qu'ils ont commencé à étudier cet objet, il a commencé à disparaître, ce qui s'est avéré particulièrement décevant. Les scientifiques, perplexes, n'avaient plus d'autre choix que de spéculer sur sa nature. Puis, contre toute attente, Assassin 15LH a soudainement refait surface. Scintillant comme jamais. Les astronomes étaient abasourdis. Comment? Cette chose nous serait revenue de l'au-delà? Pendant 40 jours, son rayonnement ultraviolet a quintuplé avant de se stabiliser pendant quelques mois, pour ensuite diminuer à nouveau. Face à ce développement inattendu, les astronomes se sont exclamés « D'accord, ça c'est vraiment étrange ». Mais alors, quelle est la nature de cet objet et qu'est-ce qui a provoqué sa résurgence? Plusieurs théories ont été avancées. La première est celle d'une supernova superlumineuse. Une supernova est l'apothéose de la vie d'une étoile. Lorsqu'un astre épuise son carburant, il subit un événement cataclysmique qui libère une quantité colossale d'énergie et de lumière. Un spectacle époustouflant appelé supernova. C'est le bouquet final de la vie d'une étoile, une sorte de clap de fin cosmique. Sauf que le clap, c'est l'étoile entière. Certains astronomes pensent que cet objet pourrait être une supernova, mais d'une magnitude exceptionnelle. Si c'était autrefois une étoile, elle aurait probablement été 100 fois plus massive que le Soleil. Une telle supernova serait un événement inédit, et cette étoile géante attirerait sans aucun doute l'attention de tout l'univers. Une autre théorie est celle du magnétar. Lors d'une supernova, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même pour former un objet extrêmement dense. Imaginez un marshmallow de la taille d'une montagne, compressé à la taille d'un véritable marshmallow. Cette densité est si extrême que si vous pouviez, par miracle, vous tenir sur la surface d'une étoile à neutrons, ce qui est impossible car vous seriez écrasé par sa gravité, vous pèseriez autant qu'un milliard d'éléphants. C'est en quelque sorte ce qui se produit lorsqu'une étoile épuise son carburant. Le noyau super dense restant est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. On pourrait donc avancer qu'une supernova est la grande fête d'adieu d'une étoile, où elle part dans un grand boom, et qu'une étoile à neutrons est ce qui reste après la fête, comme les boîtes à pizza vides et les canettes de bière après une soirée endiablée entre amis. Certains scientifiques pensent que Assassin 15LH pourrait relever de ce genre de phénomène. Ils pensent qu'il s'agissait d'une étoile qui a épuisé son carburant pour devenir une étoile à neutrons. Ensuite, elle aurait tourné si rapidement qu'elle aurait expulsé des jets de matière surchauffée. Comme pulvériser de l'eau avec un tuyau, mais une eau prodigieusement chaude. Ces jets peuvent réchauffer leurs environs et rendre une supernova encore plus brillante qu'à l'accoutumée. Mais notre mystérieux objet était encore plus brillant que cela, ce qui remet en question cette théorie. Heureusement, nous avons d'autres hypothèses. Une autre théorie suggère que cette luminosité extrême pourrait être due à la collision de deux étoiles à neutrons. Une telle collision provoquerait un véritable spectacle pyrotechnique, avec cotillons et paillettes cosmiques. Une autre idée est qu'Assassin 15LH pourrait avoir été causé par un trou noir supermassif déchirant une étoile qui se serait trop approchée. Imaginez un monstre affamé saisissant une friandise appétissante, mais au lieu de la manger, il la déchire en morceaux, créant un chaos monumental. C'est probablement l'hypothèse la plus impressionnante. Enfin, l'explication la plus prosaïque. Cette théorie suggère que cet objet mystérieux pourrait ne pas être aussi lumineux que nous l'avions pensé. En réalité, sa lumière serait amplifiée par un amas de galaxies ou un autre corps massif dans l'espace. Un peu comme si vous chaussiez des lunettes grossissantes qui rendent tout énorme et plus brillant. Voilà donc toutes les explications possibles de cet événement. Et si ces mystères ne suffisaient pas, rappelez-vous que les scientifiques n'ont aucune idée de pourquoi cet objet s'est remis à briller. Ils ont envisagé qu'il ait pu rencontrer un amas de gaz, le rendant momentanément plus lumineux. Mais après vérification, ils n'ont rien trouvé de tel.
Ça fait donc 2-0 en faveur de l'étrange objet lumineux. En d'autres termes, ASASSN 15LH demeure un mystère. Il continue de défier les astronomes, comme pour leur dire « Vous pensiez tout savoir des supernovas ? Continuez de chercher, simples mortels. » Et ce n'est pas le seul mystère de notre univers. Il y a une multitude de phénomènes que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Par exemple, avez-vous entendu parler de la matière noire ? Non, ce n'est pas un groupe de particules gothiques, mais quelque chose d'encore plus mystérieux. La matière noire constitue environ 27% de l'univers. Pourtant, nous ne pouvons ni la voir, ni la toucher, ni la goûter, bien qu'elle soit omniprésente. Les scientifiques savent qu'elle existe parce qu'elle exerce une attraction gravitationnelle sur la matière observable, un peu comme un délicieux cheeseburger a une attraction gravitationnelle sur moi. Le plus étrange avec la matière noire, c'est que nous ignorons totalement de quoi elle est composée. C'est une boîte à mystère dont nous ne pouvons même pas voir les contours. Et ce mystère tient les scientifiques éveillés la nuit. Une autre énigme obscure est celle de l'énergie noire, insaisissable et énigmatique. Elle représente environ 68% de l'univers, mais sa nature nous échappe encore. Ces deux éléments sont qualifiés de noirs parce qu'ils n'interagissent pas avec la lumière ou toute autre forme de rayonnement électromagnétique. En d'autres termes, bien que nous sachions qu'ils existent, nous ne pouvons pas les observer directement. Imaginez un peu, nous ne pouvons percevoir qu'environ 5% de l'univers. Qui sait ce qui se cache encore dans l'ombre ? Un jour, les scientifiques ont remarqué que l'univers s'étendait de plus en plus rapidement au fil du temps. Mais cela semblait impossible, non ? Après le Big Bang, l'expansion de l'univers aurait dû ralentir progressivement, comme tout phénomène naturel. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Quelque chose devait donc le propulser, n'est-ce pas ? C'est ainsi que les scientifiques ont introduit le concept de énergie noire, une force mystérieuse censée accélérer l'expansion de l'univers. Mais quelle en est l'origine ? Les chercheurs l'ignorent toujours. Et tant que nous n'aurons pas élucidé ces mystères, ils resteront parmi les plus grands de notre univers. Ainsi, cet objet mystérieusement lumineux n'est même pas l'un des plus grands mystères. Nous avons encore une multitude de choses à comprendre, et qui sait quels autres secrets l'univers nous réserve ? Espérons qu'un jour, nous en saurons davantage sur notre monde et que nous pourrons enfin répondre à ces questions fascinantes. Ce module, le Cosmos 482, une capsule de haute technologie, avait été conçu pour résister aux chaleurs les plus extrêmes d'une autre planète. Mais un incident est survenu. Il n'a jamais quitté l'orbite terrestre. Durant plus d'un demi-siècle, il a tourné en silence autour de la planète, complètement oublié, jusqu'à aujourd'hui. En mai 2025, la gravité a fini par l'attirer vers la Terre. Le voici de retour, conçu pour endurer la rentrée atmosphérique, mais si imprévisible qu'il pourrait s'écraser n'importe où. Sans alerte, sans parachute, une sphère de près de 500 kg tombant du ciel, une météorite artificielle, capable de semer le chaos. En 1972, cette sphère à l'allure étrange fut lancée pour une mission à destination de Vénus. Imaginez Vénus comme la jumelle maléfique de la Terre, semblable en taille, mais la ressemblance s'arrête là. C'est la planète la plus brûlante du système solaire, avec des températures pouvant atteindre les 460 degrés, assez pour faire fondre le plomb. Sa pression atmosphérique est environ 93 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui reviendrait à se retrouver à plus de 900 mètres sous la mer, écrasé comme dans un compacteur d'ordures. Et son atmosphère, composée de dioxyde de carbone, est parcourue de nuages déversant littéralement de l'acide sulfurique. Une véritable fournaise infernale. Pourtant, Cosmos 482 était censé y parvenir et s'y poser. Mais pas pour bien longtemps. Il s'agissait d'une mission de reconnaissance vouée à l'autodestruction. Le vaisseau était censé se poser et transmettre quelques données, pendant quelques instants tout au plus, sur une surface capable d'écraser, brûler et désagréger presque tout ce qui la touche. Par quel miracle! Il disposait de boucliers thermiques pour traverser les flammes de l'atmosphère, d'un minuscule système de refroidissement pour résister quelques minutes, et d'un blindage conçu pour affronter les conditions extrêmes de Vénus. C'était, à vrai dire, une sorte de coffre-fort technologique, spécialement conçu pour un aller simple. Et cela, dès le début des années 70. Détail fascinant. Même de nos jours, aucun appareil n'a encore été fabriqué pour survivre à un tel environnement. Nos submersibles de haute profondeur peuvent résister à des pressions colossales, mais pas à une chaleur pareille. Quant aux capsules spatiales, elles ne supportent des températures extrêmes que sur de très courtes durées.
Même les parois des réacteurs nucléaires, conçus pour supporter une pression considérable, s'effondreraient si de l'acide pleuvait dessus sans arrêt. Maintenant, une tournure amusante de cette histoire est que l'atterrissage sur Vénus avait déjà été réalisé en 1970. Venera 7 est devenue la première sonde spatiale à atterrir sur une autre planète et à transmettre des données vers la Terre, survivant à la surface de Vénus pendant 23 minutes complètes avant de fondre. Cela a prouvé que l'impossible était possible, mais pas pour Cosmos 482. Alors, que s'est-il passé avec Cosmos 482 ? On s'imagine souvent qu'un voyage spatial consiste simplement à allumer les moteurs, décoller, et le tour est joué. En réalité, ce n'est pas aussi simple. La procédure commence par une première poussée, qui place l'appareil en orbite terrestre, une sorte de voie de stationnement dans l'espace. Ensuite, une seconde mise à feu, minutieusement programmée, permet d'échapper à cette orbite et de se diriger vers la destination finale. Cosmos 482 a parfaitement atteint cette orbite initiale, mais la seconde impulsion a échoué. Sans elle, aucun départ possible. Au lieu de partir vers Vénus, la capsule est restée piégée autour de la Terre pendant 50 années. Mais qu'est-ce qui permet à un objet de rester ainsi en orbite si longtemps ? Lorsqu'un objet est lancé dans l'espace, il ne s'élève pas seulement vers le haut, il se déplace aussi très rapidement à l'horizontale. Imaginez lancer une balle de baseball droit vers le ciel. Elle retombera inévitablement. Mais si vous pouviez la projeter avec une vitesse suffisante, et sans que la Terre ne l'arrête, elle tomberait en continu autour du globe. Voilà ce qu'est une orbite, une chute perpétuelle sans jamais heurter le sol. La vitesse vers l'avant équilibre précisément la force de gravité qui attire l'objet vers le bas. Pour quitter la Terre, un vaisseau doit franchir 3 couches successives. La première, appelée orbite terrestre basse, ou OTB, se trouve à quelques centaines de kilomètres d'altitude. C'est là que gravitent les satellites, l'ISS, ainsi qu'une multitude de débris. Cosmos 482, lui, n'a jamais dépassé cette étape. Si la deuxième poussée avait fonctionné, la capsule aurait traversé l'orbite terrestre moyenne, où circulent les satellites GPS, puis, bien plus haut, à 35 400 km d'altitude, se situe l'orbite géostationnaire, idéale pour les satellites météo et les chaînes de télévision. Nous savons désormais comment Cosmos s'est retrouvé en orbite terrestre basse et pourquoi il y est resté aussi longtemps. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa chute soudaine ? Même à ces altitudes, l'espace n'est pas parfaitement vide. On y trouve encore des traces d'atmosphère, certes ténues, mais suffisantes pour freiner progressivement les objets en orbite. Rappelez-vous cette balle de baseball, lancée si vite qu'elle aurait pu tourner autour de la planète. Au fil du temps, elle finirait par ralentir, jusqu'à ce que la gravité finisse par la rappeler vers le sol. La Terre bénéficie d'une protection efficace grâce à son atmosphère. Lorsqu'un objet amorce sa chute vers notre planète, sa vitesse continue de croître, atteignant parfois plusieurs dizaines de milliers de kilomètres/heure. À de telles vitesses, l'air oppose une résistance considérable. Cette résistance engendre des frottements, et ces frottements produisent une chaleur intense, très intense. La surface des objets en chute peut dépasser les 1650 degrés, ce qui les fait fondre, se désintégrer ou même se vaporiser entièrement avant d'atteindre le sol. C'est pourquoi les chercheurs ne s'inquiètent guère des petits débris spatiaux. De modestes fragments issus de satellites désuets, voire des outils égarés durant des sorties extravéhiculaires, retombent régulièrement. Ils se consument comme des étoiles filantes, sans que nous en ayons conscience. Une balle de baseball, bien entendu, se désintégrerait instantanément. Mais qu'en est-il d'une sphère massive, expressément conçue pour résister à l'atterrissage sur Vénus ? Heureusement, ce scénario inquiétant n'a pas pris la tournure redoutée. Cosmos s'est abîmé dans l'océan Indien, à l'ouest de Jakarta, le 10 mai 2025. Les radars l'ont détecté, traçant sa course flamboyante dans le ciel, incandescent, se fragmentant, chauffant, mais suffisamment intact pour atteindre la surface. Ce qu'il fit, fort heureusement, loin de toute zone densément peuplée. Maintenant qu'il repose sous les flots, la question demeure. Le danger était-il véritablement sérieux ? Aurait-il pu s'écraser dans un secteur urbain ? Absolument. Si cette capsule d'environ 500 kg avait frappé une ville, elle aurait pu transpercer des toitures, broyer des véhicules, voire blesser grièvement quelqu'un. Et non, aucune sirène ni alerte n'aurait retenti. Cosmos 482 a été lancé dans les années 1970, bien avant l'avènement du GPS ou du suivi en temps réel. Il n'émettait aucun signal, ne disposait d'aucun véritable système de guidage. Les chercheurs ne pouvaient qu'estimer approximativement son point d'impact. S'il avait chuté sur une zone habitée, son apparition aurait eu tout d'un météore surgi de nulle part. L'épopée de Cosmos, avec un K, s'est conclue sans drame. Mais ce n'est pas le seul objet en orbite susceptible de retomber. Début 2025, on comptait environ 11 700 satellites encore actifs. Or, avec près de 14 900 satellites en orbite, plus de 3000 sont désormais hors service. Et les débris spatiaux ne cessent de s'accumuler.
Les réseaux de surveillance suivent plus de 40 000 objets d'une taille supérieure à celle d'une balle de tennis, tels que des fragments de fusées ou des restes de satellites. Les scientifiques estiment à plus d'1 million les fragments d'un peu plus d'1 centimètre et à plus de 100 millions ceux de plus petite taille encore en orbite. S'ils ne menacent pas directement la Terre, la majorité encombre l'orbite terrestre basse, où des collisions peuvent créer des nuages de débris, capables d'endommager satellites et stations spatiales. Un seul choc peut déclencher une réaction en chaîne, le syndrome de Kessler, où chaque impact génère de nouveaux débris, jusqu'à transformer l'orbite terrestre en un véritable capharnaüm. Vous vous souvenez du film Gravity? Eh bien, c'est un peu ça. Et oui, des objets bien plus imposants que Cosmos 482 finissent aussi par retomber. Ce n'était pas le premier. En 2016, la station chinoise Tiangong 1 a perdu le contact, et 2 ans plus tard, elle est rentrée dans l'atmosphère avant de se consumer au-dessus du Pacifique. En 2001, la célèbre station Mir a été volontairement désorbitée. Et en 1991, la station Salyut 7 est retombée sans crier gare. Cette station de 40 tonnes s'est désintégrée en rentrant dans l'atmosphère, et les fragments ayant survécu sont retombés sur l'Argentine. Un autre exemple. En 1979, Skylab, première station américaine, est revenue sur Terre sans contrôle total. Des morceaux ont atterri en Australie occidentale. À l'époque, certains journaux offraient même des récompenses à quiconque en retrouvait un débris. Ce genre d'incident n'est pas nouveau. Cosmos n'a été qu'un rappel de plus. Mais la NASA et d'autres agences ont bien conscience du danger. Les engins modernes conçus pour revenir possèdent des parachutes, boucliers thermiques et systèmes de sécurité. Mais les satellites hors service et les anciens débris, ils restent là-haut. Et la prochaine fois, un objet pourrait ne pas tomber dans l'océan, mais percer votre toit, pendant que vous regardez une vidéo sympa, par exemple. Pas de panique cependant, car cela reste peu probable. Le télescope spatial Hubble a été placé en orbite terrestre basse à partir de 1990. Quand on y pense, il a accumulé plus de 30 ans d'expérience à scruter différents objets à travers l'espace. Il doit son nom à l'astronome Edwin Hubble et a été construit par la NASA. Il fait également partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui inclut l'observatoire de rayonnement gamma Compton, l'observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer. Le télescope spatial Hubble a été construit pour explorer l'univers et répondre à certaines questions primordiales, telles que la formation et l'évolution des galaxies et comment l'univers lui-même a pu changer au fil du temps. Ce télescope a conduit à de nombreuses découvertes importantes, notamment en fournissant des preuves de l'existence de la matière noire et en aidant à déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'une des images les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble est celle des piliers de la création. Il s'agit d'un cliché d'une région de la nébuleuse de l'Aigle où naissent de nouvelles étoiles. La photo, prise en 1995, montre d'immenses piliers de gaz et de poussière qui s'élèvent au-dessus de la nébuleuse. Elle est devenue l'une des photographies les plus emblématiques de notre univers. Le télescope spatial Hubble continue de fonctionner et de permettre d'importantes découvertes scientifiques, et ce en dépit de quelques difficultés techniques initiales. En 1993, un problème dans le miroir principal du télescope a été découvert, qui affectait sa capacité à focaliser correctement la lumière. Une mission de répartition du télescope a été affrétée en 1994 pour résoudre le problème, et depuis lors, le télescope continue de fonctionner parfaitement. L'une des découvertes les plus intéressantes effectuées par cet incroyable télescope est à vrai dire assez récente. Un rapport basé sur les données du télescope spatial Hubble montre qu'il règne une faible lueur dans l'espace autour du système solaire, que nous sommes pour l'heure bien incapables d'expliquer. Étant donné qu'on n'en a pas encore identifié la source, les astronomes surnomment cette lueur mystérieuse la lumière fantôme. Nous savons par ailleurs qu'elle ne provient pas des étoiles ou des galaxies proches du système solaire. Elle n'est pas non plus due à la poussière qui s'y trouve en suspension. Les chercheurs n'ont aucune certitude quant à sa source, mais certains pensent qu'elle pourrait provenir des infimes débris de roches et de glace laissés par les comètes dans leur sillage. Mais ce n'est là qu'une théorie qui attend encore d'être confirmée. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons sans cesse des objets brillants comme des planètes, des étoiles ou des galaxies entières. Mais de temps à autre, nous détectons une lumière qui provient du dernier endroit où l'on pourrait s'y attendre, comme l'espace entre les planètes par exemple. Celle-ci pourrait venir des tréfonds de notre système solaire, et il pourrait s'agir d'un phénomène nouveau, encore jamais étudié auparavant.
En d'autres termes, il se peut qu'il y ait quelque chose qui émette énormément de lumière au beau milieu de notre galaxie. La sonde spatiale Voyager 1 a également rapporté des images montrant beaucoup de lumière en provenance de la limite même de notre système solaire. Comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais remarqué jusqu'à présent? Eh bien, l'essentiel de la lumière dans les clichés pris par Hubble provient d'objets proches de la Terre. Mais les chercheurs font généralement abstraction de cette lumière, préférant s'intéresser à des corps plus lointains comme les étoiles et les galaxies. On n'avait jamais vraiment interrogé de près la quantité de lumière dans l'univers, ni sa provenance. Les scientifiques se sont donc attelés à la recherche de galaxies de faible luminosité qui auraient pu être manquées auparavant et qui pourraient être la source de cette fameuse lueur. Ils ont constaté que la quantité de telles galaxies ne suffisait pas à expliquer cette luminosité supplémentaire dans notre voûte céleste. On ne parle pas de beaucoup de lumière cependant, elle correspond grosso modo à la lueur de 10 lucioles. Mais cela ne la rend pas moins importante et montre qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir. Penchons-nous maintenant sur d'autres découvertes majeures faites à l'aide du télescope Hubble, comme la matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous observons la présence en raison de son effet sur la gravité. Elle représenterait environ 23% de l'univers. En observant comment elle affectait la lumière, le télescope Hubble a aidé à créer des cartes en 3D des endroits où se trouve la matière noire. Ces cartes ont montré que cette dernière semblait s'agglomérer au fil du temps, ce qui signifie qu'elle se comporte d'une manière très similaire à la gravité. Le télescope Hubble a également découvert 2 nouvelles lunes autour de Pluton, baptisées Nix et Hydra, et a étudié la surface changeante de la planète naine. De plus, il a aidé à déterminer la masse de la planète Eris, qui est plus grande que celle de Pluton. Cela a conduit les scientifiques à réaliser qu'il pourrait y avoir des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située à la bordure de notre système solaire. C'est également cela qui a motivé la reclassification de Pluton en tant que planète naine. De plus amples observations de ces objets lointains pourraient nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers, et pendant longtemps, personne ne savait d'où elles provenaient. Hubble nous a aidé à découvrir que ces sursauts avaient lieu dans des galaxies produisant beaucoup d'étoiles et contenant peu d'éléments lourds. Ceci suggère que les sursauts gamma se produiraient lorsque de grosses étoiles s'effondrent en trous noirs. En effet, ces galaxies abritent de nombreuses étoiles géantes qui tendent à se désintégrer rapidement, et en l'absence de matière lourde, elles sont susceptibles de se transformer en trous noirs. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Hubble a capturé l'événement en détail, tel un reporter intrépide. L'impact a brisé la comète en de nombreux morceaux, ce qui a provoqué 21 autres collisions visibles. Le plus grand impact a produit une boule de feu et une tache sombre à la surface de Jupiter. Les observations d'Hubble ont non seulement suscité l'intérêt du public pour les impacts cosmiques, mais ont également fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère de Jupiter. Pour poursuivre notre liste des découvertes effectuées par le télescope Hubble, il nous faut également parler des trous noirs. Ce sont des points dans l'espace où la gravité est si importante que la lumière elle-même ne peut en réchapper. Elle y est si forte que la matière se trouve comprimée dans un espace extrêmement réduit. Nous savons que cela peut se produire lorsqu'une étoile, comme le Soleil, approche de la fin de sa vie. Au début de son existence, l'hydrogène d'une étoile s'enflamme dans son noyau dense et chaud, et en raison de la gravité, elle tente à attirer sa propre masse vers un minuscule point central. Tant qu'elle dispose de l'énergie générée par la fusion de l'hydrogène, elle pousse également vers l'extérieur. Si nous prenons tout cela en compte, la vie d'une étoile dépend d'un équilibre délicat entre ses forces, et peut durer des millions, voire des milliards d'années. Une fois cette énergie épuisée, la seule force restante est celle de la gravité. C'est ainsi que certaines étoiles deviennent des trous noirs. Étant donné que la lumière elle-même ne peut échapper à leur attraction, nous sommes incapables de les percevoir. Ils sont invisibles à l'œil humain et nous avons donc besoin d'outils spéciaux et de télescopes uniques pour nous aider à les repérer dans l'univers. Hubble a découvert que la plupart des galaxies ayant un amas central d'étoiles présentaient probablement des trous noirs supermassifs. Il a également remarqué un lien étroit entre la taille de ces trous noirs et celle de leurs galaxies hôtes, ce qui pourrait nous aider à comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, pourrais-tu te demander ? Eh bien, c'est un très grand trou noir qui se trouve généralement au centre d'une galaxie. Il est des millions, voire des milliards de fois plus massif que ne l'est notre Soleil. Ces trous noirs sont si puissants qu'ils peuvent dévorer des étoiles et même des galaxies entières. Les scientifiques étudient encore ces objets mystérieux.
mais ils pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation et dans l'évolution des galaxies. Avant Hubble, nous ne savions pas vraiment quel était l'âge exact de l'univers. Cela a pu souvent conduire à des paradoxes étranges, comme celui où des étoiles découvertes par les astronomes semblaient plus vieilles que l'univers lui-même. Mais en calculant le taux approximatif d'expansion de l'univers, Hubble nous a permis de déterminer précisément son âge. Environ 13,75 milliards d'années. Déterminer l'âge exact de l'univers est une question cruciale. En effet, la plupart des astronomes estiment que l'univers n'a pas existé depuis toujours, mais qu'il est apparu dans une boule de feu immensément dense et que l'on appelle le Big Bang. Voici une énigme. Elle se déplace à 8 km par seconde. Elle fait un tour complet autour de la Terre toutes les 90 minutes. En 24 heures, elle assiste à 16 levées et couchers de soleil. Elle observe également de nombreux phénomènes étranges, comme ces énormes symboles bizarres tracés dans le désert. Vous savez probablement déjà de quoi il s'agit, de la Station spatiale internationale. Il y a beaucoup de choses que nous ne remarquons pas ici sur Terre. Mais si nous prenons un peu de recul, nous pouvons voir des choses assez étranges se produire sur la planète. Le plus souvent, ce sont les astronautes qui remarquent ces phénomènes mystérieux. Et récemment, ils ont vu d'étranges motifs dans une zone désertique située en Tunisie. Ils ne ressemblaient pas aux faux cercles de culture qui étaient très populaires au début des années 2000. Vous vous dites peut-être que ces hiéroglyphes étranges ont une origine extraterrestre. Ils sont plutôt grands. C'est la raison pour laquelle les astronautes ont pu les voir depuis l'espace. Mais pourquoi personne n'en parle-t-il sur Terre? Les Tunisiens savent-ils ce qui se passe chez eux? Dans de nombreux films et dans la vie réelle, des organisations secrètes dissimulent des informations sur certains types de phénomènes extraterrestres. Vous avez peut-être également remarqué que les enregistrements vidéo de phénomènes étranges sont la plupart du temps de mauvaise qualité. Comme si les témoins filmaient toujours avec une vieille caméra VHS. Mais dans le cas de l'ISS, tout est différent. Ces symboles mystérieux ont été capturés par une caméra 4K montée à bord de la station. Et le propriétaire de cette caméra est Sen Corporation Ltd, qui fournit des flux vidéo depuis l'espace aux particuliers et aux entreprises. Et savez-vous quel est le but premier de cette entreprise? Elle s'efforce de rendre les données spatiales accessibles au public. Grâce à la haute qualité de la vidéo et à son accès libre, le mystère de la technologie extraterrestre a été résolu. Savez-vous ce que c'est? Réfléchissez un peu et observez ces autres phénomènes étranges dont les astronautes ont été témoins. Peut-être que les énigmes suivantes vous conduiront à la bonne réponse, mais si vous échouez, je vous la donnerai à la fin de cette vidéo. Voici l'astronaute de la NASA, Matthew Dominic. Il aime prendre des photos depuis l'ISS et les publier sur Internet. Après 6 mois de travail en orbite terrestre, il a partagé avec nous un phénomène mystérieux. On peut voir la majeure partie de l'Asie depuis une altitude d'environ 400 km. Il y a des éclairs, des lumières urbaines et une étrange lueur rouge. Dominic a avoué qu'il n'était pas vraiment certain de son origine. Étant donné que cette lueur est bien visible malgré cette très grande distance, il doit s'agir de quelque chose d'important. Essayez de deviner. Voici un indice. Des calmars sont-ils responsables de cet étrange effet visuel? Mais non, il ne s'agit pas d'un kraken géant. Vous trouverez la réponse à la fin. Le phénomène suivant ne s'est pas produit sur Terre mais au-dessus d'elle. Regardez cette lueur dorée et rouge dans l'atmosphère. L'ISS a pris cette photo tandis qu'elle survolait l'océan Pacifique au nord-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Si vous pensez qu'il s'agit d'or pulvérisé, vous vous trompez. C'est probablement la devinette la plus difficile de cette vidéo. Vous vous y connaissez en chimie, en physique et en astronomie? Non. Alors il est peu probable que vous trouviez la bonne réponse. Mais comme promis, elle vous attend à la fin. Cette photo a été prise par un astronaute de l'ISS lors d'un survol de l'Asie du Sud-Est en 2021. 2 boules lumineuses bleues scintillantes sont apparues dans l'atmosphère sombre et légèrement inquiétante de la Terre. L'une clignotait au-dessus du golfe de Thaïlande et l'autre brillait près de la mer de Chine méridionale. La difficulté à résoudre cette énigme réside dans le fait qu'il ne s'agit pas d'un, mais de 2 phénomènes scientifiques simultanés. Foudre, réflexion de la lumière de la Lune sur des particules de glace, vaisseaux spatiaux venus d'une autre planète. Qu'en pensez-vous? Vous voulez connaître la réponse? Alors, un peu de patience. Bien, le premier mystère, ce sont ces étranges hiéroglyphes dans le désert. Une idée? Je dois vous prévenir, cependant.
La vérité sur ce phénomène pourrait vous décevoir un peu. Ce ne sont pas les symboles d'une civilisation extraterrestre. Ce sont des motifs agricoles. Quelqu'un a simplement labouré la terre ou planté des légumes. Cela n'a rien d'étrange vu d'en bas, mais d'en haut, on dirait un langage inconnu ou un code. Notre prochain mystère, c'est cette lueur rouge. Certains internautes ont dit qu'il pourrait s'agir d'un volcan en éruption. D'autres ont suggéré que des navires commerciaux émettent une lumière rouge pour attraper les calmars. Les pêcheurs utilisent cette couleur pour attirer les créatures marines. C'était donc après tout une chasse aux calmars géants. Un autre utilisateur a affirmé que ces lumières rouges appartenaient à une immense flotte de pêche. Cette lumière rouge peut être vue dans d'autres images nocturnes prises par quelques satellites. Il est temps de s'attaquer au mystère le plus difficile, la lueur dorée-rouge. Si vous comprenez l'atmosphère de notre planète et connaissez les interactions chimiques entre les éléments du tableau périodique, alors vous avez probablement deviné ce dont il s'agit. Sinon, voici une réponse simple. Une lueur dorée-rouge apparaît lorsque la lumière du Soleil entre en contact avec les molécules et atomes de l'atmosphère terrestre. Maintenant, examinons cela de plus près. La lumière ultraviolette tombe sur des molécules telles que l'oxygène, l'ozone, le sodium et l'azote. La lumière stimule ces cellules, ce qui signifie qu'elle les charge en énergie pendant la journée, provoquant leur séparation et l'excitation des électrons à l'intérieur. Ensuite, ces particules chargées entrent en collision les unes avec les autres et libèrent de l'énergie. En conséquence de ce processus, une lueur envoûtante apparaît. C'est principalement l'oxygène qui donne sa teinte rouge à cette lueur. La lumière dorée, quant à elle, apparaît à cause des particules de sodium. Les scientifiques divisent ce phénomène en 3 catégories: éclat diurne, éclat crépusculaire et éclat nocturne. Selon l'éclairage de l'atmosphère par la lumière du Soleil et la position de l'observateur, ces lumières auront des caractéristiques uniques. Un tel phénomène fascinant ne témoigne pas seulement de la beauté de notre planète, elle permet également aux scientifiques de mieux étudier la haute atmosphère. Et enfin, la réponse à la 4e énigme. Nous avons 2 lumières bleues. Toutes 2 ont des natures différentes. Commençons par la première. La lumière bleue au-dessus du golfe de Thaïlande a été causée par un orage, mais ce n'est pas si simple. Si vous observez la Terre depuis l'ISS, vous ne verrez pas toujours des éclairs pendant les orages, car ils sont généralement cachés par les nuages. Cette fois-ci, le photographe de l'ISS a eu de la chance. Il y avait une ouverture dans les nuages. La foudre en a illuminé les parois et a produit cet anneau d'un magnifique bleu. Saviez-vous qu'un orage bleu n'est pas le phénomène le plus inhabituel dans le ciel? Des éclairs rouges peuvent également apparaître. On appelle cela des farfadets. Ils se produisent au-dessus des nuages et peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur. C'est pourquoi il est difficile pour nous de les voir depuis la Terre. Les farfadets peuvent également s'étendre vers le haut le long de la trajectoire d'un cône étroit, comme des éventails. Et à ce moment-là, ils peuvent briller d'une lumière bleue. Il existe un autre phénomène fascinant, les elfes. Il s'agit de gigantesques éclairs de lumière qui s'étendent sous la forme de crêpes. Ils peuvent atteindre des milliers de kilomètres de largeur et ils apparaissent également pendant les orages. Ces crêpes sont assez difficiles à voir car elles durent moins d'1 millième de seconde. Mais qu'en est-il de la deuxième lueur? Les choses se compliquent un peu ici. Ce qui cause ce flash bleu, c'est la Lune. Nous avons l'impression que notre satellite émet sa propre lueur la nuit, mais en réalité, il ne fait que refléter la lumière du Soleil. La lumière de la Lune passe à travers l'atmosphère, et c'est alors que la magie opère. Le ciel est bleu pendant la journée parce que les rayons du Soleil se dispersent dans l'atmosphère. Un peu comme s'ils passaient à travers un filtre. La lumière réfléchie par la Lune est également dispersée, et elle passe elle aussi à travers ce filtre et devient bleue. Mais pourquoi ne voyons-nous pas cette lueur la nuit? Parce qu'elle est trop faible comparée à la lueur diurne du Soleil. Mais depuis un certain angle et à une certaine hauteur, il est possible d'observer cette lumière lunaire. Les astronautes de l'ISS ont réussi à la capturer pour nous. C'est comme si l'on colorait le ciel en bleu, mais à petite échelle. Mais pourquoi bleu? La lumière est constituée de différentes couleurs, chacune ayant sa propre longueur d'onde. Le bleu a la longueur d'onde la plus courte, il se diffuse donc plus facilement. Vous vous réveillez après une sieste. Vous actionnez l'interrupteur de la lumière.
Rien, c'est toujours l'obscurité totale. La batterie de votre téléphone est à plat. Le chargeur est inutile. Pas de Wi-Fi, pas de télévision, juste de la friture à la radio. Vous êtes complètement isolé. Vous vous déplacez vers la fenêtre et voyez que toute la ville est plongée dans l'obscurité. Puis, sans prévenir, le ciel nocturne explose en tourbillons de teintes vertes, violettes et bleues. C'est une aurore boréale, dans un endroit où elle ne devrait jamais se produire. Que se passe-t-il donc ? Ce qui ressemble à un véritable cauchemar moderne pourrait se réaliser si une super puissante tempête solaire frappait la Terre. Et cela pourrait coûter des trillions de dollars rien qu'aux États-Unis. Alors maintenant, les scientifiques construisent une sorte de système d'alerte. C'est un feu de circulation spatiale aidant à nous protéger des dangers cachés de notre propre soleil qui donne la vie. Commençons par le commencement. Les tempêtes solaires sont des explosions gigantesques d'énergie qui proviennent du soleil. Imaginez le soleil comme une grande sphère enveloppée dans un enchevêtrement chaotique de champs magnétiques, tout comme vos fines mèches de cheveux après une nuit agitée. Maintenant, à mesure que le soleil tourne, ces champs magnétiques commencent à s'entortiller. Mais voilà le problème. Ils ne se déplacent donc pas tous à la même vitesse, et c'est cela qui déséquilibre tout. Parce que ces champs magnétiques enchevêtrés s'étirent et se tordent tellement qu'ils finissent donc par se rompre et se reconnecter. Et quand cela se produit, boum, des tonnes d'énergie se libèrent et traversent l'espace. Une tempête solaire, c'est exactement cela. Une soudaine éruption d'énergie, de particules, de champs magnétiques et de matière chaude éjectées par le soleil. Et cela se manifeste généralement sous 3 formes puissantes. Tout d'abord, l'éruption solaire. C'est une éblouissante pointe de radiation ou de lumière qui offre un spectacle spectaculaire. Ce sont les explosions les plus puissantes de notre système solaire. Les éruptions solaires envoient toutes sortes d'énergie à travers le spectre électromagnétique, y compris les rayons X, les rayons gamma et les ondes radio. Ensuite, la tempête de radiation. Cela se produit lorsque le Soleil lance des particules chargées, comme des électrons et des protons, dans l'espace à des vitesses extrêmement élevées. Pour vous donner une idée, les particules les plus rapides peuvent parcourir les 149,6 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre en seulement 30 minutes. Et enfin, l'éjection de masse coronale. C'est quand d'énormes nuages de plasma explosent que depuis la couche externe du Soleil, connue sous le nom de couronne. De loin, cela ressemble à d'immenses bulles éclatant à la surface du Soleil. Ces explosions sont si puissantes qu'elles peuvent propulser des milliards de tonnes de matière au cœur du système solaire en une seule et puissante décharge. D'accord. Donc les tempêtes solaires projettent toutes ces matières dans le système solaire. Et cela devrait aller. Sauf que ce n'est pas le cas, car cela peut nous affecter. Lorsqu'une tempête solaire se dirige vers la Terre, les choses peuvent devenir compliquées. Si elle percute notre champ magnétique, cela déclenche ce qu'on appelle une tempête géomagnétique. Et cela peut sérieusement perturber notre vie quotidienne. Par exemple, prenez les satellites. Une forte tempête géomagnétique peut les endommager ou les faire s'éteindre pendant un certain temps. Les systèmes GPS, comme celui de votre téléphone ou de votre voiture, peuvent ne cesser de fournir des directions précises. Les signaux de télévision peuvent avoir des ratés ou se couper. Même les appels téléphoniques pourraient être interrompus ou avoir une qualité sonore étrange. À une plus grande échelle, l'Internet lui-même pourrait rencontrer de sérieux problèmes. Si les fournisseurs de services tombent en panne, tous les systèmes qui dépendent du web pour rester connectés pourraient ne cesser de communiquer entre eux. Cela pourrait laisser d'innombrables personnes et entreprises complètement hors ligne. Les experts disent qu'un tel scénario de apocalypse Internet pourrait coûter entre 600 milliards de dollars et un montant stupéfiant de 2,6 trillions de dollars en dommages. Et cela rien qu'aux États-Unis. La communication radio pourrait également pâtir de la situation. Et c'est un problème de taille, car lors d'une panne massive, c'est généralement l'un des rares moyens par lesquels nous pouvons encore recevoir des informations. Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là. Cela peut également perturber les vols dans le monde entier. Et pour les gens ordinaires, cela pourrait signifier des avions cloués au sol, des voyages retardés et une confusion totale dans les aéroports. Il peut également envoyer un courant électrique supplémentaire circulant à travers les lignes électriques. Cette montée soudaine peut surcharger les transformateurs et couper l'électricité. Ce n'est pas juste une situation hypothétique. Cela s'est réellement produit au Canada en 1989, par exemple. Une tempête solaire a plongé toute la province du Québec dans l'obscurité pendant 9 heures d'affilée.
Bien que les puissantes tempêtes solaires ne frappent pas souvent la Terre, elles peuvent et arrivent, effectivement. En fait, l'une d'elles a frappé en mai de 2024. Vous vous souvenez peut-être des actualités? Les réseaux sociaux ont été inondés de photos et de vidéos d'étranges aurores illuminant le ciel dans des teintes de vert, de rouge et de bleu. Mais la partie étonnante est que ces aurores se sont manifestées dans des endroits où elles ne sont pas censées apparaître. Des personnes dans des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Corée du Sud, l'Espagne et bien d'autres ont pu assister à ce spectacle céleste époustouflant pour la toute première fois de leur vie. Et tout cela s'est produit à cause d'une tempête solaire. La tempête de Ganon. Oui, lorsqu'une tempête solaire est suffisamment puissante, elle pousse les aurores bien au-delà de leurs zones habituelles, les rendant visibles dans des endroits beaucoup plus proches de l'équateur. Bien qu'elles soient toujours considérées comme rares, les tempêtes géomagnétiques puissantes se produisent de plus en plus souvent. C'est parce que le Soleil traverse ce que l'on appelle le maximum solaire. En gros, il s'agit d'un pic d'activité solaire qui se produit environ tous les 11 ans. Alors, quand la prochaine grande tempête solaire va-t-elle nous frapper? Eh bien, peut-être bientôt. La NASA dit qu'un événement comme celui-ci pourrait survenir à un moment donné en 2025. Cela pourrait se produire la semaine prochaine ou peut-être dans quelques mois. Mais voici le point délicat. Personne ne sait exactement quand cela se produira. Il est difficile de le prédire car le Soleil est complexe et en constante évolution. Ainsi, il y a beaucoup d'incertitudes concernant la vitesse et la direction des tempêtes solaires. C'est pourquoi nous avons des satellites flottant à environ 600 000 km de la Terre pour les surveiller. Mais voici le problème. Lorsqu'une grande explosion solaire se produit, elle peut atteindre la Terre en seulement un jour. Et comme nos satellites sont encore assez proches de nous, nous ne découvrons les informations importantes, comme la direction de la décharge magnétique, qu'environ 1 heure avant qu'elle ne frappe. C'est à peine suffisant pour agir. Cela rend extrêmement difficile la préparation et la protection des choses sur lesquelles nous comptons au quotidien, comme les lignes électriques, les services Internet, les réseaux téléphoniques et les satellites qui survolent notre tête. Donc aujourd'hui, nous espérons simplement le meilleur. Et cela nous ramène à pourquoi nous avons besoin d'un système de feu tricolore pour nous protéger des tempêtes solaires. Le principal objectif du projet PEG n'est pas seulement de prédire quand une tempête pourrait frapper, mais aussi de comprendre à quel point elle pourrait être grave et quel type de dommages elle pourrait causer ici sur Terre. Ce feu de circulation sera un algorithme. Il collectera des informations provenant des télescopes observant le Soleil et des satellites en orbite autour de la Terre. Ensuite, il intégrera ces données dans des modèles avancés. Ces modèles peuvent prévoir la quantité de radiation présente dans l'espace, comment elle pourrait affecter les engins spatiaux, et quel impact elle pourrait avoir ici-bas sur Terre. Cela aidera également les opérateurs de satellites à déterminer si les conditions spatiales sont sûres ou non. De la même manière que votre prévision météo locale vous indique si vous pourriez avoir besoin d'un parapluie, ce système fera de même pour les satellites, les avertissant lorsqu'il est préférable de s'éteindre ou de rester protégé. Mais l'idée principale est que cette technologie pourrait nous alerter beaucoup plus tôt des dangers venant du Soleil. Avec ces calculs de type feu de circulation, nous pourrions savoir quand une tempête solaire arrive et à quelle intensité elle sera jusqu'à 2 jours à l'avance. C'est un grand pas, car cela nous donnera enfin la chance de mieux nous préparer pour la prochaine.